Bonjour, nous sommes aujourd'hui très heureux de vous accueillir dans les locaux du journal La Presse. Ici, vous le voyez, nous sommes à la salle de réunion. Dans ce journal, depuis toujours, techniciens, journalistes, rédaction, nous nous efforçons de vous présenter une information indépendante et le meilleur des analyses politiques, sociales, culturelles, économiques et sportives. Il ne faut pas l'oublier. Nous sommes aujourd'hui doublement heureux d'accueillir parmi nous un immense intellectuel. Il est membre de l'Académie tunisienne. Il est psychanalyste, il est professeur des universités. Ses travaux portent sur la clinique psychanalytique, c'est très pointu, sur les processus de radicalisation, ça nous intéresse, et sur la grande question, l'islam et la modernité, et là encore, ça nous intéresse au plus haut point. Sifakri Ben Slema, bienvenue à La Presse. Merci beaucoup. Vous n'avez jamais cessé de suivre l'actualité du pays, tout en étant loin, vous vivez à Paris, vous travaillez en France. Avec le recul, que disent les dernières élections présidentielles et législatives de la société tunisienne, de son évolution ou pas? Écoutez, il y a d'abord deux choses qu'il faut dire. C'est que la démocratie arrive à la Tunisie au moment où la démocratie est en crise dans le monde entier. Et donc, cette crise mondiale de la démocratie aussi elle apparaît en Tunisie. Plusieurs raisons pour ça, à cause de l'économie ultralibérale dans le monde, à cause aussi de l'apparition des techniques de communication, c'est-à-dire les réseaux sociaux et Internet. Le deuxième point, est préalable à ce que je vais dire, c'est que la crise, c'est plus qu'une crise d'ailleurs en Tunisie, même une situation inquiétante de danger, peut cacher... Vous allez nous dire pourquoi? Oui, je vais vous dire pourquoi. De mon point de vue, on ne peut pas faire une analyse générale, mais on peut prendre des aspects très précis. Oui. Je pense qu'il y a des choses très positives qui se sont passées dans ce pays, d'inventivité des gens, des potentialités énormes, qui se sont cachées, dérobées, à cause de la crise qui est pour l'essentiel une crise politique. Et je dis plus qu'une crise, je crois que c'est une situation inquiétante. Et donc, les choses positives sont cachées. Sont cachées et n'apparaissent pas. Il n'apparaissent que les choses négatives dans ce pays. C'est une des choses qui m'étonne. Je pense qu'il y a une pathologie du politique en Tunisie. Et donc, il y a une situation de maladie des politiques, de la façon de penser le politique. Et cette maladie, je crois que nous les observons dans différents symptômes. Le premier symptôme, c'est, je dirais, le suicide par Beji Caid de son parti, de Nida Tounes. Il a suicidé son parti. Car si ce parti existait aujourd'hui, on ne serait pas dans la situation de fragmentation et je dirais, de dissolution. De la famille démocrate? De la famille démocrate. Progressiste. Des progressistes. Et donc Beji Caid a suicidé son parti, et la rapidité avec laquelle il s'est suicidé est absolument étonnante. Et il l'a suicidé, pourquoi? Pour une chose absolument étonnante, au lieu de transmettre, au lieu d'avoir une filiation politique, il a choisi la filiation familiale. Son deuxième suicide, c'est le parti Nahda lui-même. Et il est en train d'ailleurs de le terminer aujourd'hui. Le Nahda, il a perdu les 2/3 de ses électeurs, et il choisit d'assumer les responsabilités des gouvernements avec 8% du corps électoral. Comment on peut gouverner un pays, même et 8% du corps électoral, et en s'associant avec celui qui est considéré comme le pire des partis politiques? Vous pensez à qui? Le Qalb Tounes, ce parti, Nahda, je crois qu'il ne sait plus exactement ce qu'il est. Il prétend avoir un changement qu'il n'a pas fait en réalité. Il a ce qu'on appelle un faux self, une personnalité, une double personnalité. Il y avait avant cette dimension de la double personnalité entre le parti politique double personnalité, double langage. Double langage, etc. Mais elle s'est aggravée maintenant d'une manière encore plus grande. Donc c'est un parti
je pense qu'il maintenant souffre de troubles d'identité, et je crois que son accès au pouvoir va arriver à sa disparition. Et il y a plus grave que ça, c'est que ce qu'on voit, une chose absolument étonnante, quand même, la disparition de plusieurs partis politiques, très rapidement. Est-ce qu'ils étaient vraiment des partis? Où sont les groupes qui étaient dans l'Assemblée nationale? Ils ont subitement ne sont plus là. Vous avez parlé du naufrage de la famille démocrate. Est-ce qu'avec ce naufrage, ça s'accompagne... Suicide, je parle. Suicide de la famille démocrate. Est-ce que ce suicide était accompagné par le suicide de l'héritage bourguibien? Mais... Que reste-t-il de Bourguiba aujourd'hui? Bourguiba, aujourd'hui, c'est d'abord une strate énorme de l'histoire de la Tunisie. Ça ne peut pas disparaître comme ça. Et donc, ceux qui pensent régler ça facilement, comme ça, à cause d'aspects qui sont aussi négatifs dans l'héritage de Bourguiba, parce qu'il a fait des choses énormes pour ce pays, il lui a donné une possibilité d'exister comme nation moderne. Ça ne veut pas dire que la Tunisie n'existait pas avant, mais il a créé la nation tunisienne moderne. Bon, ça, personne ne peut l'enlever, même par rapport aux aspects négatifs qu'il faut évidemment, et c'est ça, je crois que la liberté politique en Tunisie permet la critique, mais elle ne permet pas de jeter ça dans la poubelle, c'est impossible, personne ne peut le faire. Et donc c'est ça le problème qu'on a. Qu'est-ce qu'on construit autour? Quel est l'état de droit nouveau qu'on veut créer? Quel est le pacte social nouveau qui doit être proposé aujourd'hui, mis en place? Vous savez que le président Kais Saïd a été élu presque, on appelle ça un plébiscite, avec 72% de voix, 71. Donc c'est vrai qu'il a suscité de grands espoirs. Et les Tunisiens, bon, l'euphorie, elle est un peu tombée, parce qu'on a compris que les prérogatives et la marge de manœuvre, elle est assez limitée. Moi, je ne suis pas étonné de ça. Pour une raison très simple, c'est que cet homme, qui a sans doute, on a dit, un homme intègre, et j'ai dit que ce n'est pas suffisant, c'est la condition minimale, ce n'est pas un homme d'État. Il n'a aucune formation. Il n'a jamais eu cette formation. C'est probablement un bon juriste, un bon enseignant, il a des qualités. Mais un homme d'État, ça se construit. Donc, c'est pas étonnant qu'il révèle les secrets d'État publiquement, puisqu'il n'a pas cette formation. Un homme d'État, ça ne s'improvise pas. Et c'est pas parce qu'on est élu par 70 ou 100% des personnes même, connaît un homme d'État. Et ce n'est pas parce qu'on apparaît héroïque, avec une utopie épique, qu'on va gouverner un pays et un État moderne dans une situation de transition inédite dans le monde arabe. Je pense que jusqu'à présent, nous avons des problèmes non résolus avec l'Occident, avec le colonisateur, et qui touchent essentiellement à la question de l'identité. Alors, il y a, dans ce que vous dites, c'est juste, et les problèmes d'identité sont aujourd'hui liés à un fait très simple, c'est que l'Occident est partout, que tous ceux qui disent l'Occident sont devenus eux-mêmes une part de cet Occident. L'Occident n'a plus de limites, n'a plus de rivage. Donc il y a réellement une homogénéisation des groupes humains. Et cette homogénéisation des groupes humains, elle apporte des bienfaits, des fusions, des techniques, des moyens, des médicaments, du savoir, etc. Mais en même temps, elle crée justement cette angoisse. Qui suis-je? Les textes, les lois, les textes sacrés d'abord, ensuite les lois, viennent indiquer, dire, voilà, tu ne peux pas. Tu peux, tu ne peux pas. Mais aujourd'hui, avec cet homme décontenancé, c'est-à-dire l'ouverture, toutes les frontières, l'homogénéisation, eh bien, on constate que partout, dans toute l'humanité, il y a une demande de nouveau de ségrégation. Ségrégation, ça veut dire recréation de frontières. Pour se protéger, pour avoir le sentiment d'être soi-même. De part et d'autre? De tous côtés, mais y compris en Occident. Oui. Les Occidentaux eux-mêmes ne savent plus, puisqu'eux, ils regardent et les gens leur ressemblent. Et les gens, ils font les mêmes choses qu'eux.
Où sont-ils? Et eux-mêmes, ils ont ces problèmes-là. Mais c'est toute l'humanité qui a ce problème. Il y a d'autres modes de domination aujourd'hui que ceux du colonialisme, et qui sont beaucoup plus graves par certains côtés, mais c'est de la domination. Il faut parler de la domination. Et cette domination, aujourd'hui, est moins une domination d'un État par un autre, d'un ensemble. Comme je vous ai dit, l'Occident s'est répandu partout. On est tous occidentalisés, sauf dans des petites parties de notre croyance ou de notre... Voilà. Et donc le problème aujourd'hui, ce sont les sources de la domination. Et les sources de la domination, ce ne sont pas les États, ce ne sont pas ces trucs vagues, l'Occident, l'islam, etc. C'est les modes par lesquels aujourd'hui le capitalisme opère partout. Alors, dernière question, vous avez travaillé énormément, si Fatih, sur l'immense question, peut-être non encore résolue, la modernité et l'islam. Peut-on envisager l'islam ou une des lectures de l'islam et la modernité, une certaine conciliation ou réconciliation? D'abord, pour moi, l'islam désigne quelque chose de vraiment d'imprécis. C'est insensé d'utiliser aujourd'hui ce mot islam. Il faut parler des musulmans. Le mot islam est un mot fourre-tout. Or, les musulmans, il y en a 1,5 milliard. Et les musulmans sont très différents les uns des autres. Et parfois, ils sont des ennemis. Entre eux. Et c'est tout à fait normal. Comment aujourd'hui être musulman? Et là, tous les musulmans ne l'entendent pas de la même façon. Et on a le droit de ne pas l'entendre de la même façon. Aujourd'hui, les musulmans doivent construire quelque chose qui leur permet de vivre ensemble, d'avoir de la prospérité, du bonheur, une société qui fonctionne, etc. C'est ça qui est important. Et donc, je crois qu'il faut penser à des islamités, pas seulement des islamités qui dépendent des musulmans dans tel ou tel autre endroit. Ici, on parlait de la Tunisie. Nous sommes très différents, nous aussi, dans notre rapport avec l'islam. Il y a plusieurs musulmans qui pratiquent l'islam de manière différente. Absolument. Les Tunisiens sont un peuple qui a une foi qui se rapporte à l'islam, mais je crois qu'aujourd'hui, avec la révolution qui a eu lieu, ils veulent faire de ça un élément intime, privé, personnel, et ils veulent obtenir autre chose. Ils veulent obtenir la justice sociale, ils veulent obtenir la liberté politique, ils veulent obtenir des droits. Bien sûr, nous voulons bien une démocratie inspirée de l'éthique de l'islam. Il y a une éthique à l'intérieur, pas une morale. Hein. Il y a un décalage aujourd'hui entre ce que les Tunisiens ont initié, ce qu'ils veulent et la façon dont ils le pensent et la façon dont ils communiquent sur ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, il faut des gens qui écoutent les différentes compositions du peuple tunisien et puissent les transmettre. Les chercheurs, les intellectuels doivent jouer ce rôle-là. Et ne pas chercher de viser le pouvoir, eux aussi. Parce que développer des outils pour savoir ce qu'on est à un moment donné est absolument essentiel. Sinon, on se trompe. Je voudrais répéter une chose très importante. Si les Tunisiens se mettent à penser qu'ils sont dans une situation désespérée, plus désespérée qu'ils le sont, eh bien, ils vont aller au désastre. Il faut qu'on fasse attention en Tunisie, de ne pas nous laisser envahir par les idées noires. Il faut qu'on ait juste savoir. Monsieur Kais Saïed ne peut pas être le sauveur de la Tunisie. Et si les gens se mettent à penser là, ils vont lui rendre un mauvais service. Lui faire du tort. Lui faire du tort, et lui-même, mais je pense qu'il est beaucoup plus humble que ça. S'il pense qu'il va sauver la Tunisie, il se trompe totalement. La Tunisie ne peut être sauvée que par une communauté politique décidée à se donner les fondamentaux qui sont l'état de droit et les libertés ensemble, vraiment les contenances politiques. Sinon, ça ne marchera pas. Et je crois que ça, c'est possible, c'est encore possible. Mais attention, la situation est inquiétante. Et elle peut devenir même très vite incontrôlable. On va finir par ça. Merci, Sifat Ben Slema, pour cet entretien lumineux. Bonjour. Oui, vraiment.